Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonne et heureuse année à tout le monde. Le premier remue-ménage de 2021 que reçoit aujourd'hui professeur Mounirou Sy, conseiller spécial du président de la République au secrétariat général du gouvernement. Professeur Deweneti, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Binta, bonjour aux chers auditeurs. Avant tout, je vous présente mes meilleurs vœux. Merci. Que l'année 2021 soit pour nous tous que du beau, du bon et du bien. Alors, nous en avons besoin. Amen, professeur. Nous recevons également avec plaisir notre aimable confrère Mamadou Sy Albert. Deweneti Albert, vous êtes analyste politique et écrivain. Merci d'être là. Merci Binta. Merci pour l'invitation et bonne et heureuse année. Je salue également tous les auditeurs et je dis bonjour au professeur Mounirou. Alors, l'actualité pour le professeur Mounirou, bien entendu, marquée par la sortie du président de la République le 31 décembre dernier. Le discours d'abord, professeur Mounirou Sy, sur le fond, quelle lecture en faites-vous? Merci Binta, je suis très heureux de répondre à votre question. Je pense même que avant de nous prononcer sur le fond, on peut avoir un petit mot sur la forme. Allez-y. Déjà, c'est un discours très calibré. On a découvert un président de la République serein, qui maîtrise ses dossiers, qui avait une clarté dans toutes les actions et activités menées par le gouvernement sous sa direction. Donc, du point de vue de la forme, c'est un discours très concis, très ciblé, et très fast-track, comme il l'a dit. Dans le fond, je pense qu'il a passé en revue tous les domaines de la vie sénégalaise, bien avant même la pandémie, parce que la pandémie nous a frappés à partir de mars. Et il a fait le point, mais en donnant un certain focus sur les effets, aussi bien néfastes que positifs, de la pandémie par rapport aux réalisations du gouvernement. Je pense que dans le cours du débat, nous allons essayer de rentrer de manière très détaillée, mais de manière préliminaire, c'est ce que j'avais à dire. C'est un discours qui a beaucoup marqué en termes de positivité. Et le fond. Dans le fond aussi. Oui, dans le fond aussi. Dans le fond aussi, il a été, comme je dis, très précis sur les domaines qui nous intéressaient. L'école, la santé, en remerciant les enseignants et les universitaires, enseignants universitaires, enseignants de l'école et du lycée, du collège, par rapport à leur abnégation et à leur patriotisme pour sauver l'année, malgré la difficulté de l'ensemble de ces structures-là. Les agents et acteurs de la santé, surtout, et acteurs de la santé, parce que sans eux, vraiment, on n'aurait pas connu ce résultat-là. Absolument, oui. Et les forces de l'ordre, naturellement. Quand il parlait de tous les organes des secteurs publics, il voulait faire allusion aux forces de l'ordre qui ont, n'oublions pas, pendant le couvre-feu et l'état d'urgence, c'était la période de Ramadan. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre le ndogou avec leur famille. Ils étaient tout le temps dehors pour préserver notre santé et nos biens. Absolument. Nous allons y revenir. En attendant, Albert, votre point de vue sur le discours du président de la République, le traditionnel discours à la nation. Bon, moi je dirais que sur la forme de la communication politique, il reste beaucoup à faire. Parce qu'il y a une superposition de deux événements. Il a fait un discours, ensuite il a fait une conférence de presse. Pour l'essentiel, il y a un problème d'ajustement dans la politique de communication du chef de l'État. Peut-être qu'on va y revenir. Autant certains ont écouté le président en tant que président qui s'adresse à sa nation, autant d'autres n'ont pas du tout suivi la conférence de presse. Donc, ces deux événements qui se superposent, il y a un problème de rationalisation de la communication politique du président de la République. Maintenant, sur les questions de fond, je crois qu'il est resté fidèle à lui-même. Il a décliné son programme politique, il a décliné ses priorités. C'est maintenant clair, comme il l'a dit, son chemin est clair pour lui. Il a tracé son chemin, c'est clair. Maintenant, c'est clair également que ce chemin qu'il a emprunté suscite déjà des interrogations, des questionnements. Est-ce que le président Macky Sall est dans un état d'esprit d'engager véritablement des réformes, les réformes auxquelles les Sénégalais s'attendent, que ce soit la gouvernance, que ce soit la gestion économique, que ce soit le rapport qu'il a avec son pouvoir, avec son peuple. Donc les questions de réforme, à mon avis, restent entières. Oui, et nous allons d'ailleurs y revenir sur ces ruptures
promis par le chef de l'État aux Sénégalais. Il y a ensuite, j'allais dire, professeur Mounir aussi, la conférence de presse qui a été quand même riche en renseignements, mais beaucoup quand même, beaucoup de petites phrases, je ne vais pas dire assassines du chef de l'État qui ont été décryptées ça et là. D'abord sur le régime hyper présidentiel, Macky Sall dit qu'il n'entendait pas faire moins que Senghor, moins que Diouf, moins que Wade. Oui, régime. En fait, phrase assassine, je ne dirais pas non, mais c'est des conceptions assez clarifiées. C'est-à-dire, quand il parle de système équilibré, ça prouve simplement que la séparation des pouvoirs au Sénégal, du point de vue des textes, du point de vue du fonctionnement des institutions, est une réalité. Parce que l'Assemblée nationale, le Parlement... C'est pas ce que dit le président, en tout cas. C'est pas ce qu'il dit. Oui. Il dit que nous sommes dans un système équilibré. Il l'a dit. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Le système équilibré, ça veut rien dire que... Ça veut juste dire, du moins, que l'Assemblée nationale fonctionne de manière autonome en tant qu'institution parlementaire. La justice rend ses décisions. L'armée exerce ses prérogatives pour assurer et rassurer les Sénégalais en termes de sécurité et de paix. Et troisième élément, l'exécutif travaille sous la bannière du chef de l'État. Maintenant, faire moins que Senghor, que Abdou Diouf ou Abdoulaye Wade, il faut maintenant lire les textes et ce que j'appelle le déroulé de l'effectivité de la séparation des pouvoirs. Un système qui marche, on peut le consolider. Les gens me parlent de réforme. On réforme ce qui ne marche pas. Mais pour l'instant, plein de choses marchent. Pourquoi on devrait parler de réforme? Il y a la consolidation. Parce que ce qu'il faut noter dans le discours du chef de l'État, beaucoup de gens ont pensé qu'il y a trop de pouvoir entre les mains d'un seul homme. Non, c'est-à-dire il faut accepter le régime dans lequel on est. C'est un régime présidentialiste. Parce que le régime présidentialiste montre que si toutefois que l'Assemblée nationale change de bord, le président de la République, malheureusement pour l'instant, on n'a plus de Premier ministre, mais ça prouve simplement que si l'Assemblée nationale change de parfum politique, change de couleur politique, le gouvernement suit. Sinon, il y aurait un blocage, une ingouvernementabilité. Raison pour laquelle, quand les gens parlent de présidentialisme à outrance, il faut relativiser un peu. Autre chose, il a parlé de réforme quand il parle du code de la presse. Les décrets d'application, c'est pour aller vite. Quand on parle de réformer le système sanitaire en mettant en place des structures sanitaires, des équipements et des formations. Si ce n'est pas ça des réformes, parlez-moi dites-moi ce que c'est qu'une réforme. Oui, depuis qu'on nous parle de réforme, quand même, c'était du réchauffé. Hein? Non, ce n'est pas du réchauffé, oui. C'est des réalisations. Oui, quand ce sont des projets. Non, le discours, il faut le lire sous deux angles. L'angle des réalisations et l'angle de la projection. C'est ce que je dis, les réformes font partie des projections. Absolument. Oui. Donc du coup, les gens disent qu'il n'y a pas de réforme. Il a énoncé des réformes, mais pas toutes les réformes que les gens attendaient. Lui, il a son agenda étatique qui n'est pas un agenda politique. Donc à partir de ce moment-là, il a montré ce qu'il a fait pendant l'année 2019-2020 et qui continue, parce que c'est la continuité, en annonçant de nouvelles choses qui vont arriver. Aussi bien dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, mais aussi et surtout dans le domaine institutionnel. En tout cas, beaucoup de gens ont dit, Mamoudou Albert, que le président, à travers son discours et sa conférence de presse, n'entendait pas faire dans l'équilibre des pouvoirs. Moi, je crois que c'est maintenant clair. C'est maintenant clair que Macky Sall ne va pas modifier la nature du régime politique sénégalais. C'est clair, il n'y a plus de doute. Il s'est fait une religion. Maintenant, l'opposition également s'est faite sa religion. Le modèle sénégalais, il a touché sa limite. Aujourd'hui, tout le pouvoir est concentré entre les mains du président de la République. C'est lui qui gère l'État, c'est lui qui gère son parti, sa coalition, même le jeu politique, il dépend du président de la République. Même le fait d'aller faire la cour à des opposants pour les intégrer dans l'opposition, c'est le président qui est le chef. Il est chef de l'État, chef également du jeu politique. Mais c'est de cela que les Sénégalais ne veulent plus.
depuis 2000. Maintenant, pour moi, Macky Sall a tranché ce débat, il a choisi. C'est à l'opposition de travailler à une alternative. Demain, si l'opposition porte quelqu'un au pouvoir, il ne faudrait pas que les Sénégalais reviennent encore en arrière. Donc c'est à l'opposition de construire son offre. Quel est le type de régime que les Sénégalais veulent, que l'opposition propose, une séparation effective des pouvoirs. Je crois que Macky Sall, il a bien expliqué ce qu'il entend par son présidentialisme, mais les Sénégalais également ont vécu la subordination de l'État, la subordination du jeu politique, la subordination de la gouvernance à l'exécutif. C'est ce trop de pouvoir que les Sénégalais ne veulent plus. Maintenant, le président a choisi son chemin. Je pense que là, c'est à l'opposition quand même de se mettre à la hauteur et d'offrir une offre politique alternative à ce régime-là. Maintenant, sur les questions de réforme de fond, ce n'est pas seulement la réduction des pouvoirs du président de la République, c'est la nature de la gouvernance. Aujourd'hui, on rentre dans la décentralisation. Quel est le résultat de la décentralisation? On n'est pas tellement avancé. Donc il y a une réforme. Il faudrait que le Sénégal accepte d'évaluer la décentralisation, en même temps donc évaluer l'acte 3 et essayer de voir quel est l'avenir. Parce qu'actuellement, honnêtement, vous regardez les régions, vous regardez les maires. Mais regardez les maires, quel pouvoir un maire a aujourd'hui au Sénégal? Quand tu es maire, tu te bats pour être député. Quand tu es maire, tu te bats pour être ministre. Quand tu es maire, tu te prépares à aller dans le jeu politique pour être président de la République. Donc ça veut dire qu'il faut décentraliser réellement le pouvoir politique. Il y a une réforme courageuse. Macky Sall, il a choisi là également une option. Elle n'est pas suffisante. Il faut aller plus loin dans la décentralisation. Et je crois que l'opposition devrait quand même offrir quelque chose aux Sénégalais en termes de réforme de la décentralisation. Maintenant, il y a les autres réformes qui sont des réformes importantes. Là. Prenons par exemple la question du modèle économique qu'on a. Comment réformer notre relation avec la France, avec les bailleurs de fonds? Mais ce n'est plus tenable. Ce modèle-là, il a échoué. On a cité l'agriculture, on a cité tellement de secteurs, mais demain, on va citer les ressources humaines, le pétrole, le gaz. On ne va pas maîtriser. Parce qu'on est dans un modèle où le Sénégal ne peut pas s'en sortir. Oui. Les normes sont telles que si on ne réforme pas notre relation de coopération, je ne vois pas comment le Sénégal pourrait être maître de ces ressources. En tout cas, ces réformes-là, professeur Mouniroussi, étaient au cœur du programme du candidat Macky Sall dans le Yoonu Yokkute. Et à l'arrivée, on a vu ce que ça a donné. Pas trop de rupture, pas trop de réformes. Nous sommes encore à l'état de projection. Et également sur d'autres questions par rapport au corps de contrôle de l'État durant la conférence de presse, le président quand même n'a pas également trop convaincu au vu de sa réaction. Non, moi je suis à l'opposé de ce que vous avancez. Le président de la République a procédé à une métamorphose totale en termes de changement de paradigme. Rien qu'au niveau social. Regardez l'équité sociale. Au niveau territorial. Allez dans le Fouta, allez dans le sud du Sénégal, il y a une métamorphose totale du point de vue infrastructure, tant transportuaire qu'institutionnelle. Deuxième chose, au niveau de l'école, l'effort qui a été consenti en faveur des enseignants en l'espace de 5 ans, ça n'a jamais été comptabilisé depuis que le Sénégal est le Sénégal. En termes de construction d'écoles, de lycées, de collèges, d'universités, quand même, en termes d'injection d'argent, de construction infrastructurelle, la rupture, elle est là. Deuxième chose. Les 6 000 abris provisoires sont toujours là aussi. Il y en aura toujours. Parce que tout simplement, la démographie sénégalaise augmente 4 fois plus que l'économie du Sénégal. Donc, il va falloir, par contre, y aller avec courage, à bras le corps, pour l'affronter. On constate les faits qui sont là. Et c'est pour ça qu'on parle d'État. L'État est là pour assouvir nos faim, amoindrir nos souffrances le maximum possible. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un régime tel que le régime sénégalais, qui est actuellement le régime des États unitaires, le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions. Il est la clé de voûte
Et pour cela, ces pouvoirs ne doivent pas être des pouvoirs assimilables à d'autres qui sont des institutions inférieures. Ce qu'il faut éviter simplement, c'est qu'il y ait une hypertrophie des prérogatives au niveau du président de la République. Deuxième chose, gouverner. Est-ce qu'il n'y a pas cette hypertrophie? Non, il n'y en a pas. Dans la mesure où le Sénégal reste toujours un pays dans lequel les pouvoirs institutionnels sont équilibrés. L'Assemblée nationale a son agenda, déroule son programme budgétaire, vote le budget, les députés prennent la parole, amendent, critiquent, rejettent et valident. Il n'y a que ça pour les députés. Non, l'Assemblée nationale a 3 prérogatives. La prérogative de représenter le peuple du Sénégal, la prérogative de contrôler l'activité gouvernementale et la prérogative normative, c'est-à-dire de prendre des lois. Et ces 3 prérogatives-là, le Parlement les exerce. Maintenant, suffisamment, effectivement, ça c'est autre chose. Mais nous n'avons plus de Premier ministre qui va rendre compte devant le Parlement. On en a besoin. Le Sénégal a eu à fonctionner pendant 8 ans sous Senghor sans Premier ministre et pourtant le Sénégal a avancé. Le Sénégal a fonctionné sous Abdou Diouf sans Premier ministre, le Sénégal a avancé. La notion du Premier ministre, c'est vrai, son rôle n'est pas à rejeter, il a un rôle important dans le dispositif, mais cela n'a pas empêché au Sénégal d'avancer. Depuis que le Premier ministre n'est pas là, le Sénégal n'est pas dans une logique de rétrogradation ou bien de statu quo. Troisième chose, quand on parle de changement par rapport à l'extérieur, mais le Sénégal est en train d'adopter des mécanismes énormes sur le PPP, par exemple, la loi sur le partenariat public-privé, qui va révolutionner nos rapports avec les étrangers, avec les investisseurs étrangers, avec les États et les OIG, organisations intergouvernementales. Deuxième chose, il faut aller vers la loi sur le contenu local pour voir qu'il y a une révolution totale au sein des relations entre tout ce qui tourne autour des secteurs privés, au sens large. Ressources naturelles, ressources autre chose. Maintenant, c'est à partir de cette loi sur le contenu local que les populations doivent s'approprier, qu'on saura qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qu'on a changé. Là, la loi traduit effectivement la volonté constitutionnelle lors de la révision référendaire de 2016, voulant donner les ressources naturelles au peuple sénégalais. Et sur ce point, le contenu local a traduit cette volonté en réalité. Il y a une rupture totale dans les rapports entre le Sénégal, la France, le Sénégal et l'Europe, le Sénégal et les partenaires étrangers, pour favoriser, au fur et à mesure qu'on avance, le secteur privé national en lui allouant beaucoup de marchés, en ouvrant même le capital de l'État sénégalais à ce secteur-là. Et ce que je dis, ça peut être confirmé par le patronat, ça peut être confirmé par la plupart des directeurs ou bien des représentants du secteur privé. Et sur la sortie du président par rapport au corps de contrôle de l'État, la reddition des comptes, mais le président est constant. N'a pas trop convaincu. Non, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de réchauffer un plat déjà chaud. C'est-à-dire, le président a dit que ces corps de contrôle, il ne va jamais entancher ou bloquer leur fonctionnement. La Cour des comptes travaille, rend des rapports, le président les apprécie. L'OFNAC n'a jamais eu une interférence de la présidence sur son fonctionnement. Ainsi de suite. Donc, il faut par moment ne pas confondre ce qu'on veut et ce qui est. Ce qui est, c'est ça la constante. Les corps de contrôle travaillent de manière autonome. Absolument. Maintenant, au président d'apprécier, parce qu'il ne faut pas oublier que les rapports transmis au président de la République ne sont que parfois des observations, des recommandations, et le président apprécie. Oui. C'est comme le président qui nomme. La Constitution lui dit, le président nomme aux emplois civils et militaires. Maintenant, il nomme Binta Diallo, les gens disent non, il devait nommer Ngoné Diop. Mais c'est lui qui nomme, il prend, et puis il se fait entourer par les hommes sur lesquels il croit compter. Et que, de troisième chose, il ne faut pas oublier que la responsabilité étatique, c'est une responsabilité collective, ou bien c'est une gestion collective à responsabilité individuelle. Le jour où il sera question de rendre compte devant le peuple, les ministres ne vont pas rendre compte. Nous sommes dans une démocratie. Si la responsabilité incombe. Mais c'est ça l'État. C'est partout aux États-Unis. Tout tourne autour d'une seule personne. Trump a été battu parce que c'est Trump. Biden a gagné parce que c'est Biden. C'est-à-dire c'est une gestion collective.
Chaque ministre a une responsabilité, les députés ont des responsabilités. Maintenant, la responsabilité, elle est individuelle. Mais quand on à la fin, c'est le président qui rend compte et il sera sanctionné positivement ou négativement. C'est dans tous les pays du monde. Hein? Oui, par rapport aux résultats. Alors, quand on entend quand même Mamadou Sy Albert, le président, dire toujours par rapport au corps de contrôle de l'État qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être envoyées en prison pour éviter que le pays ne brûle. Cette sortie, quand même, sous-entend qu'il y a dans ce pays des gros bonnets qui peuvent voler l'argent des Sénégalais sans être inquiétés. C'est le président qui choisit. Je crois qu'il faut, il faut prendre ça avec de la hauteur. Parce que, c'est grave ce qu'il a dit. C'est très grave parce que c'est un aveu. C'est un aveu que le président de la République est lui aussi soumis à des formes de pression, que ce soit une pression religieuse, une pression politique, morale, éthique. Il subit lui aussi des pressions. Mais quant au fond, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance de notre pays qui pose problème. À partir du moment où l'État, je veux bien qu'on parle de l'État du Sénégal, mais aujourd'hui, l'État est confondu au parti dominant, au parti présidentiel, à la majorité présidentielle. C'est ça, dans la culture politique des hommes d'État du Sénégal, depuis Senghor jusqu'à Macky Sall, on confond l'État au parti présidentiel. Absolument. C'est ça qui fait que, quand vous nommez, il a dit plusieurs fois, Macky Sall, il a nommé des directeurs généraux, il a nommé des ministres, mais à chaque fois qu'un ministre perd une élection, il est démis de ses fonctions. Ça, c'est un exemple patent de la subordination des partis politiques, du jeu politique au pouvoir du président de la République. De ce point de vue, mais il est évident que Macky Sall, s'il se hasarde à mettre en prison tous les gens qui gèrent mal, il va en mettre beaucoup en prison. Donc là, il y a un aveu, mais il y a aussi lieu de s'interroger sur sur notre État, notre rapport, le rapport de l'homme politique au pouvoir. C'est ça qui bloque. C'est ça qui fait que nous ne pouvons pas, nous n'avançons pas, par exemple, dans la lutte contre la corruption. Pourquoi ? Mais c'est parce que le système politique dans lequel on est, c'est vraiment l'accaparement du pouvoir par celui qui arrive au pouvoir. Le président, c'est lui qui est, comme il l'a dit, la clé de voûte des institutions. Mais c'est lui aussi le régulateur du politique, du social, du culturel, du religieux. Mais cette personne-là, mais à un moment donné, il devient l'otage du système. Autant il domine le système, autant le système le domine. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et je crois que c'est ça que les Sénégalais attendaient. Macky Sall n'avait aucune raison de continuer le modèle de Senghor. Aucune. Oui. Il a vécu l'échec d'Abdou Diouf, il a vécu l'échec d'Abdoulaye Wade. Mais s'il croit qu'il ne va pas échouer, il se trompe. Il se trompe. Maintenant, on peut comprendre ses intérêts à lui. Il a choisi un modèle. Mais c'est sûr et certain que ce modèle-là, mais il a des preuves. Il a des preuves que ce système-là ne marche pas. Il faut arriver à une séparation effective des pouvoirs. Il faut qu'on mette en place une gouvernance qui mette tous les Sénégalais sur le même pied d'égalité, que la justice soit indépendante. C'est ça qu'on attend du président. Malheureusement, c'est vrai, je comprends la déception des citoyens, mais c'est à l'opposition de sortir le Sénégal de ce cycle-là. C'est possible d'avoir une séparation des pouvoirs, c'est possible de mieux gérer ce qu'on a. C'est possible aussi, prenons le cas de ce qui va venir, cette gestion qui ne peut pas être transparente, qui ne peut pas lutter contre la corruption. Mais le Sénégal est en train de basculer avec les ressources qui se dessinent à l'horizon. Si on ne se prépare pas, c'est sûr et certain que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, que ce soit les autres matières premières, ça va être exactement ce qu'on a avec l'arachide. Regardez, Macky Sall a avoué que la Sonacos doit être réformée. Oui. Mais pourtant, on a les meilleures productions cette année. On a une meilleure organisation. Mais pour l'essentiel, même la Sonacos ne s'en sort plus. Donc, il y a des trafiquants qui vivent de la filière de l'arachide. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. C'est même un responsable politique
de l'APR qui l'a dénoncé devant l'Assemblée nationale. Oui, mais quand même le président a quand même annoncé, professeur Mounirou, des réformes au plan judiciaire. Il a même annoncé le projet d'un parquet financier. Mais les gens se sont quand même dit à quoi ça va servir, quelle sera encore l'utilité d'une telle structure si tout continue de tourner autour du président de la République qui, semble-t-il, a toujours le dernier mot. Oui, mais c'est le seul qui a été élu en dehors des députés au suffrage universel direct, et c'est le chef de l'État. Et encore une fois, je vous disais tout à l'heure que gouverner, c'est décider. Et décider, c'est choisir. Il a choisi son modèle. Ce modèle-là, on va s'y reconnaître. Il a choisi de protéger des délinquants économiques pour ne pas que le pays brûle. Non, c'est pas ça. Il a choisi de mettre des dossiers. C'est pas ça. Je donne un exemple. Je donne juste un exemple. Lorsqu'il a été élu pour la première fois en 2012, il y avait une demande populaire consistant à la reddition des comptes. Absolument. Figurez-vous qu'il y ait 40 autorités qu'on soupçonnait d'avoir détourné, parce que c'est toujours dans ce qu'on appelle le principe la présomption d'innocence. De la présomption d'innocence. 40 personnes soupçonnées de détourner de l'argent. Alors, on nous avait... Non, laissez-moi terminer mon argumentaire. Il y avait 25 admettons qu'il soit 20. Oui. 20 personnes disséminées à travers le Sénégal. Sur le principe, moi, je suis pour la reddition des comptes parce que je suis contre la gabégie, je suis contre le détournement des deniers publics. Ça, c'est clair et précis. Et je ne suis pas le seul au Sénégal. Tous les Sénégalais sont contre ça. Je ne peux pas être plus nombriliste que les autres. Mais que tu puisses emprisonner 20 personnalités de différentes régions. Mais tu vas susciter des soulèvements. Imaginez-vous, rien que Karim Wade qui a été inquiété, une frange de la population était contre. Vous en prenez 20 de la Casamance, de Dagana, de Thiaroye, de Pikine, de Louga, de ceci, de cela, mais tu deviens toi-même l'auteur d'une ingouvernementabilité. C'est pourquoi il faut y aller avec intelligence, prudence et mesure. Parce que gouverner aussi, c'est aller dans le discernement et là, dans le dépassement. Deuxième chose, on a parlé du parquet financier. Mais c'est pour montrer que le contrôle sur la gestion des comptes publics est toujours là. Et moi-même, je voulais qu'on aille plus loin. Il y avait ce qu'on appelait la Cour de discipline budgétaire qui existait. On peut restaurer ça en essayant de donner un cachet judiciaire aux décisions rendues par les corps de contrôle. En dehors de la Cour des comptes, les autres ne sont que des actes administratifs, des recommandations administratives. Mais la Cour de discipline budgétaire donne des décisions frappées de l'autorité de la chose jugée. On peut aller vers ça pour contrôler tout ce qui est détournement, enrichissement illicite, ainsi de suite. Troisième chose, lorsqu'il a été question de gérer ce pays-là, les gens parlent d'échec. Moi, je ne parle pas d'échec. Le Sénégal n'a pas échoué sous l'empire de Macky Sall. La preuve, lorsque la Covid est née, après 10 mois, le Sénégal a été parmi les pays les mieux notés au monde. Parce que la gestion était sérieuse. Ça a prouvé quoi? Que nous avons un système, que beaucoup de personnes nous envient. Mais nous sommes dans une logique toujours de vouloir plus qui est normal. Quel système sanitaire? Oui. On n'a rien trouvé sur place. Non, ce n'est pas une question d'infrastructure. Moi, je parle de prévention, je parle de gestion de la Covid, tant au niveau du couvre-feu, de l'état d'urgence et de la mise en place des structures. Vous savez, au début de la Covid, de la pandémie, on n'avait qu'un seul centre de traitement des épidémies. Actuellement, on en a 52. En moins d'1 an. C'est une prouesse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des faits. Deuxième chose, la sécurité. Vous savez que le Sénégal était extraordinairement exposé en matière sécuritaire par les djihadistes et les extrémistes. Et depuis lors, le Sénégal déjoue toutes leurs tentatives. C'est la raison pour laquelle, s'il s'agissait aujourd'hui de donner un cachet de la structure de l'année, moi je le donnerais aux agents de la sécurité. Parce qu'ils nous ont préservé de moult tentatives d'actes terroristes au Sénégal. Jusqu'à présent, que Dieu nous en garde, on est toujours à l'abri. Donc ça prouve que, mine de rien, mais la gestion, elle est là. Parlons de l'arachide. L'année dernière, le prix de l'arachide était à 210 francs. Le Sénégal a eu à effectuer un effort, déployer un effort, au profit de ces
paysans pour le fixer à 250. Le plancher, au minimum. Donc ça prouve que quand on parle d'échec, quand on parle de les Sénégalais ont rejeté ce système, mais je dis non, tout ne marche pas, il faut le dire. Tout ne marche pas et tout ne va jamais marcher. Nous sommes dans un monde, dans un monde des hommes. Et pour reprendre Jean-Jacques Rousseau, la démocratie, c'est le système le moins pire. Pour terminer sur la séparation des pouvoirs, oui, on ne va pas aller vers une effectivité de séparation rigide. Parce que celui qui l'a théorisé du point de vue moderne, c'est Montesquieu. Il a dit que par moment, oui, il faut que les pouvoirs aillent de concert. Une collaboration entre les pouvoirs pour que l'État marche de manière normale. Oui. Mais une séparation rigide bloquerait tout. Finalement, un jeune président né après les indépendances qui avait promis quand même beaucoup de réformes, beaucoup de ruptures et qui, à l'arrivée, Mamadou Sy Albert n'a pas cette volonté, on ne l'a pas senti quand même, de rompre avec la patrimonialisation du pouvoir. Bon, je crois, oui, c'est le constat, il est là. Maintenant, comment l'expliquer? Je crois que aussi les Sénégalais, ils doivent être informés. Macky Sall a été élu parce que aussi les adversaires d'Abdoulaye Wade ont voté pour Macky Sall au second tour. Donc il y a eu un contrat de confiance entre Macky Sall et ceux qui avaient promis une alternative à partir d'une rupture, d'une reconstruction de l'État, de la République, des valeurs. Bon, donc depuis qu'il est là, c'est clair maintenant pour moi que Macky n'a jamais cru aux conclusions des assises. Donc il y a eu un manque d'informations, aussi bien de la part du président élu que des acteurs de l'opposition. Et maintenant, la responsabilité, elle est partagée. Macky Sall, il est élu, il est au pouvoir, il s'est battu pour avoir un second mandat. Je pense que le Parti socialiste et le parti de Moustapha Niasse ont quand même des responsabilités. Si Macky Sall n'a pas réformé tel que les assises le pensaient ou tel que les gens qui ont mis fin au règne d'Abdoulaye Wade le pensaient, ces partis-là ont une responsabilité que Macky Sall a joué son jeu. Il est devenu un homme politique, il est devenu un politicien, il a réussi à garder sa majorité. Je crois que c'est tout ça qui explique qu'aujourd'hui, Macky Sall a les mains libres, les réformes qu'on annonçait ne l'engagent plus. Peut-être que ces réformes ne l'ont jamais engagé. Et je crois que ça, c'est ça qui est décevant de la part de cette deuxième alternance. Et malheureusement, ce qui se dessine à l'horizon va montrer dans les jours à venir, dans les mois plutôt à venir, que la deuxième alternance n'aura pas véritablement rompu avec les héritages de Senghor. Que ce soit sur le plan de la gouvernance institutionnelle, que ce soit la gouvernance économique, que ce soit même le rapport entre la politique et la société. Donc on est, si le modèle, Macky l'a consolidé, il l'a préservé. On a un homme seul aujourd'hui à la tête du Sénégal. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas aussi être alarmiste. Le Sénégal est dynamique. Aujourd'hui, vous regardez la reconstruction de l'opposition, vous regardez les dynamiques sociales, mais c'est sûr et certain que les Sénégalais veulent un modèle démocratique. Les gens croient au modèle démocratique, mais ils n'ont pas encore quelqu'un qui porte ce modèle démocratique-là. Donc, la société civile, les acteurs politiques sont en train de chercher une alternative. Bon, il y a également de l'espoir, parce que la jeunesse sénégalaise, quand même, elle est assez consciente de ses responsabilités. Aujourd'hui, elle a conquis, je crois, son indépendance vis-à-vis du pouvoir religieux. Ça, c'est extrêmement important pour moi, que les Sénégalais n'attendent plus la consigne de vote de Touba ou de Tivaouane. Mais peut-être que demain, s'ils arrivent à se débarrasser également de la classe politique, il faudrait que les Sénégalais arrivent à ça. Autant il faut être indépendant des consignes religieuses, autant aussi il faut remettre en cause cette classe politique-là. C'est dire qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements, mais c'est possible. C'est possible de trouver une solution. Il n'y a pas de raison que les Sénégalais renoncent à la lutte. C'est possible d'améliorer, mais maintenant, je crois que le champ est ouvert. On va vers une présidentielle.
Mais à mon avis, peut-être les locales prochaines là vont être un test quand même pour l'opinion. Pour l'opinion. Est-ce que les Sénégalais vont rester dans ce modèle que Macky Sall va incarner d'ici 2024, ou est-ce qu'ils vont donner un premier signal de rupture avec ce modèle aux prochaines locales? En tout cas, dans les réactions, ce qui est revenu avec récurrence au professeur Mounir aussi, les questions, est-ce que, au vu de ce qu'on a entendu, au vu de ce qu'on a vu le 31 décembre, le Sénégal est bien dans une démocratie ou dans une monocratie de type nouveau, état moderne? Je vais juste reprendre une pensée de Jean-François Bayard, qui disait que dis-moi quelle presse tu as, je te dirai quel état tu as. Oui, c'est-à-dire? Nous avons une presse libre et responsable. Vous voyez, hier, avant-hier, je discutais avec un ami qui me dit vraiment le Sénégal est à envier. Un président de la République qui invite des journalistes dans son palais, qui sont libres de lui poser toutes sortes de questions, de l'interpeller sur tout. Nous, chez nous, je ne vais pas citer le pays. C'est inimaginable. Donc la presse sénégalaise, elle est libre, critique tout le temps. Les revues de presse, oui, vous les entendez. Nous ne sommes pas dans une dictature. Donc oui. La réponse, elle est là. Oui. On n'est pas dans une dictature, on n'est pas dans une logique. On n'a pas quand même permis aux journalistes de relancer aussi. On n'est pas dans une logique. C'est par rapport au temps. Voilà. Vous savez très bien, on ne peut pas inviter pendant... D'ailleurs, vous l'avez dit, il y a une surmédiatisation ce jour-là. On ne peut pas donc laisser à un journaliste le temps de poser, de relancer, ainsi de suite. C'était par rapport à l'organisation, tout simplement. Mais on a donné l'occasion à la presse nationale, toute presse confondue, de venir, de poser des questions. Deuxième chose, le modèle démocratique au niveau électoral. On n'est pas dans le régime du parti unique. C'est une liberté de créer des partis. Les partis pullulent maintenant, on taquine même les 300. Donc ça prouve que du point de vue médiatique, on est dans une démocratie. Du point de vue politique, on est dans une démocratie. Du point de vue de l'accès aux ressources, toute personne qui veut ouvrir un compte bancaire, il a ça. Toute personne qui veut accéder aux finances publiques, financement public, je veux dire, l'ADER, fonds JIP et tout ça, il n'y a pas de couleur. Ça, c'est établi. Il y en a qui ne sont dans l'opposition des jeunes qui créent. On ne voit que le GIE, on ne calcule même pas de quelle couleur politique vous êtes. Donc, ça prouve qu'économiquement, on est dans une démocratie économique et sociale. Sociale parce que tout simplement... C'est parce que les jeunes qui prennent la mer... Non, ça c'est autre chose. Oui. Ça, c'est autre chose. Oui. Les jeunes qui prennent la mer, ça, c'est autre chose. Parce qu'ils n'ont pas accès... C'est pas trop facile d'avoir accès à ces financements. Je vais te dire une chose, Binta. Il ne faut pas aller dans l'idéalisme. Le Sénégal, quelle que soit sa richesse, il y aura toujours des gens qui seront en deçà du seuil de pauvreté. Ça, c'est évident, parce que c'est la vie qui est ainsi faite. Dieu a voté ça, a acté ça, et il n'y a pas d'amendement dans la loi divine. Partout où il y aura des riches et des pauvres. Il y en a qui vont rester, d'autres qui vont partir. D'autres qui vont partir de manière régulière, certains qui vont partir de manière irrégulière. C'est comme ça la vie. L'essentiel, c'est de lutter contre les réseaux mafieux, et le président l'a dit. C'est eux-mêmes qui sont en train d'inciter les jeunes à partir. Et aussi, l'influence familiale. Il y en a qui partent juste pour partir, hein. Ils ont tous chez eux. Mais c'est l'envie de découvrir. L'autre aussi, c'est par des raisons de rivalité sociale. Tu as vu ton neveu, il est parti en Italie, il a construit une maison à sa mère. Qu'est-ce que tu attends, toi? Sermonner ça dans la tête d'un homme tous les matins. Un bon jour, il va se débrouiller en rentrant dans ses pirogues de fortune et malheureusement trouver la mort dans la mer. C'est ça la réalité. Monarchie ou démocratie? Maintenant, revenons à la démocratie. La démocratie aussi va dans une logique d'équité et de réduction des souffrances. Et c'est ça que le président de la République avait vendu aux Sénégalais. Oui. On n'était pas dans une logique de la charte des assises. Des assises. Oui. C'était juste comment faire pour que les Sénégalaises connaissent une réduction de leurs souffrances. La première des choses, c'est au niveau de la jonction des territoires. Maintenant, on peut quitter Dakar, arriver à Ndioum en peu de temps. Prenons l'exemple de Ndioum, par exemple. Ndioum, pendant l'hivernage, était séparé par une sorte de marée d'eau qui séparait les deux Ndioum, Ndioum-Djeri, Ndioum-Walo. Les gens, pour traverser, ils attendaient 3 à 4 mois. Et en moins d'1 an, le président a construit un pont. Ce qui s'est passé entre la Gambie et le Sénégal, le pont de... Comment ça s'appelle encore? Ferefegné. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis Daouda Diawara, pour parler de rupture par rapport à Senghor, on attendait ça. Le président Macky Sall, avec l'arrivée d'Adama Barrow, le Sénégal l'a financé et le pont, maintenant, c'est une réduction ou bien la terminaison totale des souffrances des Sénégalais du Sud.
Prenons l'exemple de Dakar. Dakar a changé complètement de visage en termes infrastructurels, surtout au niveau des routes. La VDN a été prolongée, il y a des ponts partout. Le BRT va arriver sous peu. Ça ne mange pas en tout cas. Mais ça n'a rien changé à la cherté de la vie. En matière économique, c'est la rapidité des mouvements qui crée la production. Tant qu'on n'est pas dans une logique de quitter Mbour à 6 h du matin, venir vendre son poisson à Dakar et retourner à Mbour à 8 h, le Sénégal est toujours dans une logique de statu quo. Donc c'est ça que le président a compris, pour qu'il y ait une mobilité, pour que les activités bougent. Et c'est ça sa logique. Regardez l'autoroute à péage. On était cher aux contribuables quand même. Ça, c'est la négociation devant lui. C'est ça, sa négociation devant lui. Il l'a rectifié à partir de Diamniadio jusqu'à Touba. Ce que tu payes de Diamniadio à Touba est moins cher que ce que tu payes de Dakar à Diamniadio. Qui a scellé Dakar à Diamniadio, c'est pas lui. Donc c'est ça des réalités. Après, on va aller jusqu'à Kaolack. L'autoroute à péage à Kaolack. La voie de dégagement qui va aller jusqu'à Saint-Louis. C'est quasiment fini. Ils sont à Léona. Léona Saint-Louis, c'est moins d'1 kilomètre, de 100 km. On va aller très vite. Donc, parce non, que, je veux terminer là-dessus. Sur le côté démocratique. On n'est pas dans une aristocratie. On n'est pas dans une monarchie. On n'est pas dans une monodémocratie, comme tu dis. On est dans une démocratie qui est perfectible. La démocratie n'est jamais acquise. On a toujours des choses à revoir et à améliorer. Alors, le troisième mandat est quand même revenu durant ce face-à-face entre le président et les journalistes. On a entendu à la question de savoir c'était quoi le point de vue du président de la République. Il s'est érigé en Birima Tendidior. Il n'y a aucun changement entre l'année dernière et cette année. C'est ça qui a été la réponse surprenante du président de la République sur le troisième mandat. Oui, je crois que c'est clair pour moi. Est-ce qu'il faut même continuer à poser la question au président de la République? Non, en même temps, il entretient le suspense. Mais en même temps, c'est vraiment ça, peut-être la force de Macky Sall. C'est quelqu'un qui fait endormir son opinion publique. Mais c'est clair que entre les lignes de ce discours constant, que je ne peux pas me prononcer parce que je suis élu, je mène mes politiques. Le moment venu, je vais m'adresser au peuple sénégalais. Mais ce discours-là, il a atteint ses limites. Le président sait très bien qu'objectivement, il est dans une dynamique d'un troisième mandat. C'est clair que Macky Sall sera candidat à la prochaine présidentielle. Maintenant, la stratégie, elle est là. Si Macky Sall se bat pour garder le Benno, pour élargir le Benno à Idrissa Seck et à d'autres, si Macky Sall se bat pour gagner les locales prochaines, mais Macky Sall, il ne peut pas présenter le bilan tel qu'il l'a présenté au 31 décembre. L'objectif de la transformation structurelle, l'objectif d'une unité nationale. Mais ce président-là, c'est inimaginable sur le plan politique qu'il dise aux Sénégalais « Je vous remercie, j'ai fait mes 2 mandats, je pars, je me retire ». C'est vraiment endormir les Sénégalais. On va vers 2024, Macky Sall sera candidat, il met le temps de construire son pouvoir, il met le temps pour organiser toutes les grandes batailles électorales qu'il a à gérer, et il sera candidat. Vous êtes catégorique. Non, c'est clair qu'il sera candidat. Maintenant, c'est à l'opinion publique, c'est aux acteurs politiques également de ne pas tomber dans ces pièges-là. Si Macky Sall, l'idéal aurait été que Macky Sall soit plus décidé et parle aux Sénégalais pour dire que je serai candidat. Oui. Là, le jeu serait clair. En tout cas, mais s'il ne le fait pas, bon, c'est qu'il est dans une dynamique, il est en train de construire... dérouler son agenda. Oui. Et je crois que... En tout cas, il avait dit, la Constitution l'a dit, nul n'a le droit d'avoir 2 mandats consécutifs. Vous êtes constitutionnaliste, Mounirou? Si. Oui. Le président n'a pas droit à un 3e mandat. Je suis constitutionnaliste tout en étant conseiller spécial du président de la République. Ça veut dire donc, nous sommes dans une famille. Et le père de famille, c'est le président de la République, qui nous a dit clairement... De ne plus en parler. De ne plus en parler. Et le jour où il sera question d'en parler, c'est lui-même qui va s'adresser aux Sénégalais. Donc, il n'y a pas besoin de gloser là-dessus pour ne faire que de la palabre. La preuve,
Vous parlez d'une réponse surprenante. Oui. Moi, je dis non. C'était à attendre. Il n'y a rien qui s'est passé entre-temps pour qu'il puisse changer de posture. Il nous a sermonné en disant allez vers l'action. Travailler, parler des activités qu'on va réaliser ou qu'on a réalisées. Or, un chef de famille n'a que la volonté de voir sa famille suivre ses recommandations. Deuxième chose, comme disait Serigne Cheikh Tidiane Sy, je préfère plus les hommes d'action que les activistes. Et il y en a qui, avec ce débat-là, nourrissent leur existence politique. Sans ce débat, il n'existe plus. C'est la raison pour laquelle ils profitent de petites failles, de petits éléments pour rebondir en vue d'exister, d'aller vers les médias. C'est le cas, par exemple, de l'affaire de l'UNESCO sur l'homosexualité, patati, Oui. patata. Le président a clos le débat. Ils vont trouver demain un autre sujet pour exister. Nous n'allons pas leur donner cette opportunité parce que ce n'est pas la priorité. Le jour où il jugera nécessaire d'en parler, il va s'adresser aux Sénégalais et ce jour-là, chacun aura son commentaire. Mais il avait quand même dit que oui, je suis à mon second et dernier mandat. Est-ce qu'il ne pouvait pas le redire encore pour une mettre fois, fin à ce... Encore une fois, moi, je ne suis pas dans le cercle des dieux comme dans l'univers des dieux. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Oui, mais entre ce qu'on se dit et ce qu'ils pensent, il y a un fossé. Donc dire que c'est sûr qu'il sera candidat, comme l'affirme mon frère Albert Sy, ça n'engage que lui. Mais moi, je ne peux pas me prononcer sur sa pensée profonde. La seule chose que je peux dire, il nous a fait savoir, orientez-vous vers ce que je fais, vers ce que je vais faire, et la question du troisième mandat, ce n'est pas à débattre. Oui, ce n'est Allons vers le fast track, Oui. Travaillons, c'est ça la priorité des Sénégalais. En tout cas, qu'il soit candidat ou pas, ça changerait quoi dans l'activité gouvernementale? Les gens ont des préoccupations. La Covid est là, il faut la combattre. On aurait pu passer à autre chose On et ne pas rester on passe à dans autre ce chose. flou politique. On passe à autre chose Oui. en attendant qu'il se prononce. C'est à quoi il nous invite. Oui. Passer à autre chose. En attendant, il élargit sa majorité présidentielle. En attendant, je vais vous dire pourquoi. Il met un terme à la fonction de ses partisans qui disent que le président n'a plus droit à un troisième mandat. En attendant, jusqu'à quand? 2024, peut-être. Non, mais moi, je crois que aussi il faut intégrer la personnalité de Macky Sall. Aujourd'hui, c'est l'incarnation du pouvoir. Oui. Et c'est clair que quand il interdit le débat en interne, il l'interdit au niveau du Bénin, mais c'est lui le maître du jeu. Donc c'est lui seul qui osera prendre la responsabilité de dire à ses partisans et à l'opinion publique qu'il est candidat ou pas. Maintenant, s'il ne le déclare pas, je crois qu'il y a, d'une part, comme je l'ai dit, il a une stratégie. Il est devenu assez doué en matière de gestion du jeu politique. Macky a eu une très grande expérience de la gestion. Gérer quand même le Parti socialiste, l'APR, la gauche pendant 7 ans, engager un deuxième mandat, ça c'est de la maturité. Donc il ne veut pas déstabiliser cette majorité-là. Maintenant, c'est vrai que aussi, moi je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris si se présente en 2024. Oui, c'est logique, c'est naturel. Oui. D'autant que on a l'expérience de... Quand même, les gens oublient. On va vers le même cas de figure qu'Abdoulaye Wade en 2012. Il y a le Conseil constitutionnel quand même qui a tranché ce débat-là. Oui. Est-ce que Macky Sall est assez idiot sur le plan politique pour dire au Conseil constitutionnel, mais Abdoulaye Wade, vous lui avez donné la possibilité de se présenter, moi... Très bien. Je veux dire qu'il joue sur le temps, mais le coup de massue, pour moi, vraiment qu'il prépare à l'opposition. Si jamais il gagne les locales et les législatives, je ne vois pas quelqu'un l'arrêter. Je ne vois pas quelqu'un l'arrêter. Je ne vois pas. Bon, moi, je vous dis... C'est quelques secondes. Oui, je ne suis pas dans cette logique. On lui laisse le temps de se prononcer. Ce jour-là, chacun ira à ses commentaires. Maintenant, l'ouverture vers l'ouverture du camp présidentiel, mais il va de soi. Un parti politique a 3 vocations. C'est d'exercer le pouvoir, de conquérir le pouvoir du moins, d'exercer le pouvoir et de conserver le pouvoir. En conservant le pouvoir, tu essaies le maximum possible
d'intégrer tes adversaires politiques dans ton camp. Très bien. S'il a réussi ça, c'est parce que c'est un génie. Et vous l'avez reconnu, M. Albert. Vous avez même dit qu'il est doué en matière de gestion politique. Donc pour moi, comme le disait encore une fois mon maître en pensée, Cheikh Tidiane Sy, un leader politique doit être marqué par deux choses, la maturité et le courage. Très bien. Professeur Mounirou Sy, conseiller spécial du président de la République au secrétariat général du gouvernement. Nous recevions également Mamadou Sy Albert, analyste politique et écrivain. Merci d'avoir suivi. Bon dimanche et déwénati.